Bonjour, vous écoutez l'épisode 18 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui de l'entretien avec les familles, de la façon de dialoguer entre l'école et les familles, ou les encadrants et les familles. Je suis Séverine Fage, je suis aide à la parentalité. J'ai été pendant 20 ans professeure des écoles en REP+, en maternelle, et j'ai maintenant à cœur d'aider toutes les familles à mieux comprendre les enjeux, les émotions, le développement de l'enfant et d'installer vraiment une belle relation, une belle synergie dans les familles et en lien aussi avec les établissements pour lesquels vos enfants sont concernés. Donc cet entretien avec les familles, il a été la base d'une grande réflexion en REP+, sur la coéducation, sur le lien entre les familles, l'école et les enfants, pour que la cohésion et pour que l'énergie soit commune. Je vous en parlais la semaine dernière sur le lien entre les 3 sommets du triangle, pour que chacun des 3 partenaires, l'enfant, la famille et l'école, puisse travailler en bonne intelligence. Pour accueillir ces familles qui, pour la plupart, découvrent le monde scolaire, découvrent l'organisation, la logistique d'une école, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps à l'inscription de présenter les attentes de chacun, de présenter les enjeux et les choix qui ont été faits par l'équipe, de décrire les procédures, les protocoles, les activités, de poser des mots, de verbaliser et surtout de laisser un grand espace aux questions des familles et d'aller au plus près de leurs envies de comprendre et aussi de leurs besoins internes. Chaque famille étant différente, on avait des familles qui étaient très sereines par rapport à l'école et qui avaient des questions plutôt pratiques, du genre à quelle heure on peut venir le chercher au centre de loisirs. C'est une question qui permet une réponse très simple, factuelle. Et puis pour d'autres familles, on allait plus loin sur la notion de mais est-ce qu'au dortoir il y aura une veilleuse, est-ce qu'au dortoir il sera à côté de la fenêtre. Donc là on rentre dans de l'émotionnel, on rentre dans de la peur pour notre petit, on ressentait très bien l'inquiétude du parent et si à la réunion de rentrée d'inscription, ces peurs-là, ces questions-là, ces besoins-là ne sont pas évoqués, finalement le parent repart avec ses anxiétés, avec ses craintes et pourrait malheureusement contaminer son enfant au niveau de l'insécurité émotionnelle et affective future. Donc il m'est paru très important dès le début de faire une rencontre individuelle avec chaque famille, finalement d'organiser un take-il avec chaque inscription, avec chaque personne qui voulait mettre son enfant dans le dispositif, pour que les besoins de relation, les besoins de compréhension et aussi les besoins de sécurisation soient vraiment mis au clair dès le premier entretien. Ça veut dire qu'on est dans la rayure rouge de sécurité, on veut le meilleur pour notre enfant, donc on va poser toutes les questions qui ont lien à cette organisation nouvelle qu'on ne connaît pas. Il y a aussi la rayure d'identité. Est-ce que cette procédure, est-ce que cette personne, cet adulte va répondre à mes valeurs, à mes besoins? Est-ce qu'elle va comprendre ce que j'attends moi de l'école et de mon enfant? Et puis aussi la rayure de sens et d'expression. Est-ce qu'on va me laisser parler? Est-ce qu'on va m'expliquer? Donc vous voyez que tout l'arc-en-ciel des besoins du parent est en jeu à l'inscription à l'école et qu'il n'est pas toujours pris en compte puisque parfois c'est des réunions collectives, parfois c'est des réunions rapides où chaque personne ne peut pas poser vraiment la question qui le noue et qui lui bloque la communication fluide et sereine. Donc pour installer ce temps de qualité, je recevais les familles pendant presque 1 heure. On partageait, on essayait de se mettre en connexion et en lien dans l'intérêt de l'enfant, dans l'idée du bien-être de l'enfant. Donc à la fois, je leur expliquais vraiment la logistique et l'organisation de la classe pour qu'ils puissent visualiser eux-mêmes ce qu'allait vivre l'enfant et qu'ils puissent ensuite à la maison reparler de tout ça avec lui expliquer les tenants et les aboutissants pour que l'enfant à son tour puisse se projeter dans cette classe, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'il va y rencontrer, comment il va pouvoir se comporter et à la fin de l'année, quelles seront en fait les choses qu'il aura accomplies, les compétences qu'il aura accomplies. Donc ça dépendait des familles. Certaines familles, le chemin était assez rapide parce qu'ils étaient déjà au clair avec les attentes d'un dispositif de moins de 3 ans ou les attentes d'une petite section. Et puis pour les familles qui découvraient vraiment le système scolaire et qui découvraient le dispositif, comme je vous en parlais dans l'épisode 16, il y avait une mise en place qui était progressive. On faisait cet entretien en juin et puis ensuite en septembre,
on reprenait les questions qui avaient peut-être émergé pendant l'été, les bulles de doute qui étaient apparues, parce que la réflexion porte aussi son chemin. On a aussi d'autres questions qui montent après l'entretien initial. Donc de prendre ce temps pour répondre vraiment à toutes les questions du parent. Ce temps, je ne vous cache pas qu'on ne l'avait pas, donc si on ne le prenait pas, on ne l'avait pas. Il ne nous est pas donné d'office, donc on est obligé de le créer, ce temps. Et bien souvent, c'est sur du temps en dehors du temps de classe, en dehors du temps institutionnel. Puis, sur les réunions de parents du premier jour, on essayait de voir quels parents avaient besoin rapidement d'un entretien individuel à nouveau pour déblayer une situation, pour approfondir des questionnements qui n'avaient peut-être pas osé été posés. Ça pouvait venir d'une situation personnelle. Entre-temps, il y avait eu un déménagement, une séparation ou un deuil. Donc on reposait bien les choses sur les conséquences que ça pouvait avoir dans la scolarité de l'enfant. On prenait le temps qu'il fallait pour essayer de voir que l'enfant est quand même d'une grande force de résilience et d'une grande force d'adaptation, pour le coup qu'on lui explique les phénomènes extérieurs à lui et qu'on lui dise qu'il n'est en aucun cas responsable de toutes ces procédures, de tous ces deuils, de tous ces remue-ménages, mais qu'il va être accompagné pas à pas par à la fois l'équipe enseignante et à la fois l'équipe parentale. Donc une fois de plus, créer le lien pour être au courant de ce que l'enfant vit dans sa famille, c'est important. Si on n'a pas l'information, on ne peut pas soutenir l'enfant à la juste mesure. Et pour le parent, ça fait encore une béquille supplémentaire de se dire, bon, l'équipe enseignante est au courant de ce qu'on vit, l'équipe enseignante peut prendre le relais sur un album, sur une manière de parler à l'enfant, pour qu'on puisse travailler une fois de plus en parallèle pour que l'enfant se sente bien des deux côtés de la barrière, à la fois à l'école et à la fois dans la maison. Pour les enfants, il y a toujours une bonne raison d'agir comme ils le font, il y a toujours un besoin qui demande à être exprimé, verbalisé et explicité. Et ça veut dire qu'à chaque rendez-vous de parents, on pouvait aussi considérer que chaque parent avait des besoins à expliciter et des raisons à poser à leur comportement. Donc on le prenait de moins en moins personnellement avec mon ATSEM. On se disait, bon, chaque famille a son mode de fonctionnement. Il y a des familles qui demandaient beaucoup d'entretiens et de rendez-vous, qui nous parlaient très régulièrement. Et puis des familles qui restaient dans un jardin secret, dans un jardin privé. On n'allait pas les forcer à se révéler et tout ça, mais parfois on manquait un peu d'informations pour certaines attitudes du petit ou de l'enfant qui nous auraient peut-être permis d'en savoir plus, mais après chacun est libre de collaborer ou pas avec la maîtresse, avec l'ATSEM. Donc à vous de positionner un petit peu votre curseur sur ce que vous voulez révéler de votre vie personnelle, de votre vie privée. On n'a pas besoin d'une grande... on ne va pas aller boire un coup tous les vendredis, il n'est pas question de ça, mais de donner les informations qui pourraient nous aider à mieux comprendre en fait l'attitude de votre enfant ou le changement de comportement de votre enfant. Et puis, sur le dispositif des moins de 3 ans, je vous disais dans l'épisode 16 que je recevais les familles pour un entretien entre chaque période, donc toutes les 7 semaines environ, pour faire le point sur ses acquis, ses compétences et le nouvel objectif qu'on mettait en place. Au moment de cet entretien-là, mon intention, c'était vraiment de les laisser dérouler leurs pensées, leur pelote de questionnement pour voir eux comment ils avaient cheminé depuis l'entretien d'avant. Donc le premier entretien, c'était souvent fin octobre, juste avant les vacances. Donc pour voir comment ils avaient vécu cette rentrée, les émotions de l'enfant, les émotions de la famille. Est-ce qu'ils avaient vu des changements dans l'autonomie? Est-ce qu'ils avaient vu des changements dans l'opposition? C'est quelque chose qui apparaît souvent. L'enfant qui commence à trouver sa place à l'école devient plus opposant à la maison pour voir si ça va être la même résistance, si ça va être la même limite, le même cadre. Donc c'est des choses qu'on observait au premier entretien, des parents qui nous disaient « mais il a changé à la maison, maintenant il fait comme ça, maintenant il fait comme ça, il dit des phrases plus longues, mais à la fois il s'oppose ». Donc on évaluait un petit peu le changement de l'enfant, le changement dans le ressenti du parent, qui aussi doit admettre que l'enfant a évolué, a changé. Donc c'est un petit peu un lâcher-prise dont on parlait la semaine dernière. Est-ce qu'on est prêt à voir son enfant évoluer en dehors de nous-mêmes, à lui laisser son indépendance à la fois intellectuelle, scolaire, émotionnelle? Donc on faisait ce chemin ensemble, à la fois d'acceptation et parfois de deuil,
de se dire que oui, ma petite fille commence à avoir un sacré caractère à la maison. Donc ce n'est pas du tout une critique, c'est plutôt une observation constructive, puisque l'enfant s'affirme, l'enfant commence à mettre des choix, donc des choix qui vont nous convenir ou pas, à nous de donner la limite qu'on veut accepter ou pas accepter, mais à prendre conscience qu'à chaque entretien avec la famille, l'enfant a évolué, l'enfant a progressé, et on peut se fixer à la fois des nouveaux objectifs, et on peut aussi célébrer ses réussites, ou pointer les difficultés qui sont encore à faire grandir, à faire évoluer. On a le temps, c'est une année qui est vraiment individualisée, c'est une année où chaque enfant prend son temps pour avancer, et avec chaque famille individuellement, on faisait cette bienveillance de se dire, écoutez, sur la continence, il a vraiment bien avancé, maintenant il demande à aller faire pipi, des fois il y va tout seul, il se rhabille tout seul. On pointait vraiment les réussites, et puis on pointait les comportements peut-être à adapter, il a encore du mal à partager le matériel de la classe, ou quand il sent la colère monter, parfois il lance un objet. Donc on posait la situation, on essayait d'analyser ensemble quelles sont les contraintes de cette situation, comment les améliorer, quelles sont les pistes à travailler à la fois à la maison et à la fois en classe. Donc on posait ensemble une réflexion, et en aucun cas ce n'était descendant. Si vous avez écouté l'épisode 2, j'en parle beaucoup, de se mettre aussi à la hauteur du parent, sans se poser en expert, sans se poser en domination. On est là pour réfléchir au mieux-être de la famille, de l'enfant et du vécu en classe. Donc je n'étais pas là pour donner une liste de prescriptions. D'ailleurs, au niveau des supports d'entretien, on commençait toujours par laisser la parole avec mon ATSEM à la famille. Je notais ce que la famille avait conclu, avait abouti depuis la dernière fois, et ensuite nous présentions avec l'ATSEM ce qu'on avait observé en classe, les évolutions, les compétences, et ensuite on faisait le point sur notre proposition pour la fois suivante, notre objectif pour la prochaine fois. Donc le fait de rappeler les attentes en parallèle des observations, ça permettait aussi de recadrer un peu le but de l'école, de reparler des domaines, de la langue, de la motricité fine, de remettre un peu le scolaire au cœur de l'attitude de l'enfant, puisqu'on ne parle pas non plus que de ce que l'enfant réussit, on parle aussi de l'objectif à atteindre. Et puis, le fait de laisser la parole en premier aux parents permettait de rebondir sur des exemples plus concrets. Ça veut dire que souvent, l'attitude de l'enfant en classe était assez proche d'une attitude spécifique à la maison. Alors, pas forcément sur la même activité, mais par exemple, à la maison, s'il mettait la table spontanément maintenant, on voyait que c'était parce que l'autonomie en classe avait vraiment avancé, s'était vraiment développée, et qu'il avait transféré en fait cette compétence depuis la classe jusqu'à la famille. Donc on faisait un petit peu ces constats-là, ces bilans-là. On n'avait pas réponse à tout, on n'avait pas non plus une liste préétablie de choses à dire aux parents. On avait des éléments de discussion et de comparaison entre comment il était à la dernière période et comment il était arrivé maintenant dans son programme, dans son chemin. Je vous rappelle que l'évolution de l'enfant, elle n'est jamais vraiment linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est assez cyclique. Et que s'il est dans une compétence qu'il est en train vraiment de surpasser, il y a peut-être une autre compétence qu'il est en train de mettre un peu de côté. Donc s'il est en train de vraiment travailler son accueil des émotions, peut-être qu'en delà de ça, en motricité, ça s'est un petit peu ralenti sur la performance. Voilà, on ne demande pas aux enfants d'avancer à la même vitesse, aux mêmes périodes. On s'adapte au rythme de chaque enfant. L'idée de faire les allers-retours entre l'observation en classe et puis les observations à la maison permettait aussi de rassurer le parent sur le fait qu'il faisait de son mieux à la maison, qu'il accompagnait très bien la scolarité. C'est difficile pour un parent parce qu'il ne sait pas exactement ce qui se passe en classe, malgré le blog, malgré ce que l'enfant raconte, malgré ce que la maîtresse raconte. On a quand même des incertitudes en tant que parent sur mais qu'est-ce qu'il fait de ces 4 heures à l'école, de ces 6 heures à l'école? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il parle aux autres? Est-ce qu'il chante pendant les chansons? Est-ce qu'il monte sur les parcours sportifs ou pas? Donc quand on a ces interrogations-là en tant que parent, n'hésitez pas à demander à l'enseignant, n'hésitez pas à poser des questions pour que vous vous sentiez rassuré, pour que vous soyez en pleine confiance et en pleine sécurité émotionnelle
au risque, une fois de plus, de contaminer l'enfant en ayant trop de doutes et en lâchant un peu le partenariat avec l'équipe adulte enseignante. On laissait à la fin de l'entretien aussi le dernier mot aux parents. On lui proposait de voir de son côté sur quoi il voulait orienter un petit peu la prochaine période. Et à la fin de l'entretien, on notait ensemble ce qu'on s'était dit pendant le rendez-vous. Je faisais une photocopie et je lui donnais le résumé de cette rencontre, le résumé de ce bilan, parce que ça permettait de voir à chaque période à quel point l'enfant avait évolué. Et ça permettait aussi de faire le lien avec l'autre parent qui ne pouvait pas toujours venir à l'entretien, ou le grand-parent, ou le beau-parent, pour que tout le monde soit bien au courant de ce point d'étape, de cette synthèse, en quelque sorte, à ce jour-là, on a vu qu'il y avait tout un tas d'attitudes qui avaient vraiment été acquises et qui avaient été stabilisées. Et d'un autre côté, on a encore tel ou tel angle à approfondir et à travailler ensemble, à la fois en classe et à la fois à la maison. Pour la période suivante, on parlait souvent aussi un peu des émotions, du projet d'améliorer le langage. On parlait parfois du sommeil aussi, de l'alimentation de la maison. On parlait parfois de la relation avec ses frères et sœurs. Sa façon de s'affirmer pouvait déséquilibrer un petit peu la relation qu'il avait avec les frères et sœurs. On avait notamment certaines petites filles qui commençaient à commander à la maison sur les grands frères et les grandes sœurs. Donc il y a des mamans qui vont peut-être se reconnaître à l'écoute de cette anecdote. Donc c'est l'occasion aussi de redire aux parents que l'affirmation de l'enfant, comme je disais tout à l'heure, n'est pas non plus à prendre telle qu'elle, comme si c'était à nous de plier tout le temps. L'affirmation de l'enfant est positive, l'affirmation de l'enfant est nécessaire, mais elle ne remet pas en cause toutes les limites qu'on avait décidé de fixer. Donc n'hésitez pas à refaire, vous, une petite réunion parental en disant « Bon, on a constaté que là, elle nous parlait un peu comme si c'était elle qui décidait. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour redresser un peu la barre? Est-ce qu'on va lui dire « Ça, tu as le droit de choisir, mais ça, non. La limite est là, mais tu as le choix sur tel ou tel aspect. » Donc de reprendre, une fois de plus, vos limites parentales entre vous, qui là, pour le coup, n'ont pas de lien avec l'école, puisqu'à l'école, on a nos propres limites éducatives, et à la maison, vous avez vos propres limites éducatives aussi. La cohérence s'installera de toute façon, du moment que l'enfant sait qu'il n'a pas le droit de tout faire, que ce soit vos limites personnelles ou nos limites en classe. L'essentiel, c'est que l'enfant se dise « je n'ai pas le droit de tout faire, j'ai un champ d'action », et à vous de définir le champ d'action qui est décidé pour tel enfant, puisque si vous avez des enfants plus grands, ce ne sera pas le même pour les grands, et si vous avez des enfants plus petits, ce sera la même chose. Donc définissez les limites que vous voulez selon votre configuration de famille pour votre enfant, et faites-vous confiance sur ce petit domaine-là. On adaptait aussi les informations pour rattacher à chaque fois aux besoins des élèves. Donc maintenant que vous avez eu peut-être les épisodes dans l'ordre, vous comprenez que je partais sur les besoins de l'enfant comme je vous le présente dans l'arc-en-ciel des besoins. À l'époque, je n'avais pas encore cette image de l'arc-en-ciel des besoins avec eux, mais je nommais surtout la rayure d'identité et d'autonomie pour bien faire comprendre que c'était ces deux rayures-là qui allaient donner la confiance à l'enfant dans la relation, dans la séparation et dans l'idée que l'école était quelque chose de bon pour lui. Et ensuite, quand ces deux rayures étaient vraiment bien installées, on approfondissait sur la rayure de sens, la rayure d'expression et aussi la rayure de détente, puisque l'équilibre en fait émotionnel de l'enfant partait aussi d'un besoin de détente en dehors de l'école. Quand l'enfant s'est beaucoup concentré à l'école, à la maison après il a besoin de beaucoup de détente, de repos et de passer à d'autres éléments. Et puis on laissait toujours la parole en dernier aussi aux parents, puisque vous savez, quand on se lève du bureau, quand on a fait la photocopie et puis qu'on est devant la porte, parfois il y a la petite dernière question qu'on n'osait pas trop poser, qui nous taraudait un peu, qui était dans la gorge. Et donc de laisser vraiment l'option une dernière fois avant qu'on se sépare, de ce moment de qualité qu'on a passé, de cette confiance et cette connexion qui s'est installée, pour qu'à ce moment-là, on ait la petite question vraiment importante qui permet l'horizontalité et le fait que
la famille soit vraiment sécurisée avec ce qu'on apporte à l'enfant. Donc n'hésitez pas vraiment à poser les questions et les interrogations que vous voulez pour qu'on puisse être au plus près de vos besoins. C'est valable à l'école, c'est valable au centre de loisirs aussi, c'est valable à votre atelier de tennis ou de poterie. N'hésitez pas à poser la question si c'est quelque chose qui vous gratte intérieurement pour que l'enfant ne le sente pas qu'il y a un malaise. Et puis, en coéducation, on a vu aussi que cette intention conjointe vers l'enfant, elle pouvait parfois se relayer au fil de l'année. Je m'explique dans ce sens où il y a des périodes dans l'année où l'école va peut-être avoir moins de poids parce qu'il y a des problématiques à la maison. Et puis il y a des moments aussi où l'enfant n'est plus disponible à l'école parce qu'à la maison, il y a vraiment une nouveauté, une richesse. Donc on va se soutenir toute l'année à chaque entretien. Ce ne sera pas linéaire non plus pour que les apports soient les plus équilibrés possibles sans qu'ils soient toujours au maximum du taux et du dosage. Quand on fait de notre mieux, il y a des jours où ça va être notre mieux à 90% et puis il y a des jours où notre mieux va être à 60% et on aura fait quand même de notre mieux parce qu'il pleut, parce qu'on est fatigué, parce que la semaine a été difficile. Donc on fait de notre part d'école et de notre part de parents du mieux qu'on peut et l'enfant, dans l'intention de voir qu'on fait de notre mieux, ça lui suffit comme ça. Rien n'a besoin d'être parfait ni à l'école ni à la maison, mais l'idée qu'on essaye vraiment d'avoir une intention de grandir, de croissance, de s'améliorer, ça suffit pour rassurer l'enfant et pour se dire j'ai des gens de confiance autour de moi et j'ai des gens qui vont me protéger si jamais j'ai un coup dur et on en revient à ça au début de l'épisode 17 où je vous parlais de la séparation et de l'attachement. Du moment que l'enfant sait qu'il a des personnes sur qui compter autour de lui, c'est ça le plus important. Il n'a pas besoin de parents parfaits, il n'a pas besoin d'une maîtresse parfaite, d'une ATSEM parfaite ou d'un prof de musique parfait. La perfection, une fois de plus, n'existe pas. Donc on se donne cette intention conjointe au maximum. On est pour l'enfant les deux faces d'une même pièce, à la maison, à l'école et à la maison, à l'école. Il vit ce balancier, lui, très régulièrement. Et plus il y a de cohérence sur les valeurs éducatives et sur les valeurs familiales, plus c'est facile pour lui. Je relis pour voir si je vous ai tout dit. Ah oui, quand on donnait les entretiens aux familles en direct, donc avant le confinement, c'était beaucoup plus facile aussi de jouer sur le non-verbal, de jouer sur le regard et de jouer sur l'attitude du parent en face, parce qu'on décèle parfois des petits signes différents en face à face. Et on a vu que c'était du coup un peu différent en confinement quand on s'appelait, parce qu'on n'avait pas tout à fait le même retour, la même sensation d'échange. Donc je vous encourage vraiment à passer par le visuel quand vous avez quelque chose à demander, parce que le petit mot dans le cahier, dans la pochette ou le mail, vous savez que c'est toujours un peu sujet à interprétation. On n'a pas toujours l'intonation, on n'a pas toujours le choix des mots optimal, on est parfois sous le coup de l'émotion. Donc si vous avez la possibilité, essayez de le faire en face à face quand vous avez une question, une intention, une interrogation, de le faire en face à face. Comme ça, on attribue plus vite. On attribue plus vite l'émotion et on peut au choix rassurer la famille ou apaiser ou expliciter et sentir un petit peu quel est le besoin qui est en jeu aussi chez le parent. Dans quelle rayure il vient nous poser cette question? Est-ce qu'il a besoin de le dire pour se libérer de quelque chose dans la rayure d'expression? Ou est-ce qu'il a besoin d'être rassuré dans l'idée de la valeur qui est portée sur sa rayure d'identité autant à l'école qu'à la maison? Ou alors est-ce que c'est vraiment une rayure de confiance et dans la rayure orange? Donc le passage à l'oral est plus facile pour vraiment avoir un entretien de cœur à cœur, comme on le dit en communication non violente. Si on se relie chacun à nos besoins en tant que parent, en tant qu'enseignant, on voit qu'on n'est pas toujours sur la même rayure, qu'on ne travaille pas toujours sur la même communication. Donc c'est plus facile à l'oral parfois qu'à l'écrit. Voilà, pour ce petit point et cette réflexion sur l'entretien avec les familles,
C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'ai repris une classe normale. Je vous en parlais dans l'épisode 16. Et je pense que c'est vraiment une des questions d'avenir de l'éducation nationale, vraiment de faire rentrer les familles pour avoir un dialogue de qualité, qu'on n'est pas en opposition, on n'est pas adversaire. On pourrait beaucoup mieux se comprendre et se parler que les... Mais pour ça, il faut accorder des créneaux, en fait, une dotation horaire pour que les réunions se passent sur les temps qui conviennent aux deux familles. On avait souvent cette problématique de poser des bons horaires parce que quand ce sont des familles qui ont des jeunes enfants ou des enfants au lycée ou des enfants au collège, parfois les réunions tombent le même jour et on arrive difficilement à capter en fait toute la classe, à capter tous les parents. Donc soit on dégage du temps individuel, mais dans ce cas-là on le rogne sur un autre temps personnel, ou alors on dégage un temps collectif différent sur des horaires qui conviendraient à tout le monde. Et dans ce cas-là, ça demande une réflexion et une organisation qui n'était pas encore vraiment au point à l'époque où j'étais encore enseignante. Vous avez vu, je commence à en parler au passé. C'est pas totalement fini dans mon cœur, mais je commence à me détacher de cette idée. Voilà. En tout cas, moi, l'entretien avec la famille, je pense qu'il est un support essentiel pour mieux comprendre l'enfant, pour mieux lui apporter ce qu'il a besoin, puisque l'enfant n'est pas toujours capable de tout dire, alors que la famille connaît très bien son enfant et peut nous être d'une aide précieuse pour qu'on puisse approfondir après les activités qui lui font du bien en classe, les activités qui lui font du bien en accompagnement. Et puis pour aider aussi la famille au mieux à cerner ses propres besoins et leur apporter toute notre aide au maximum. Si vous voulez travailler dans ce sens, n'hésitez pas à me contacter, à me rajouter sur les réseaux. Et puis je vous souhaite de beaux entretiens. C'est la période des rentrées et des réunions de rentrée. Vous avez peut-être eu déjà les réunions pour vos enfants. Donc bon courage. N'hésitez pas à poser des questions aux personnes qui englobent vos enfants, qui sont les nouvelles figures d'autorité et d'attachement de vos enfants, pour établir un vrai lien de confiance et de partage. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.